Alors que nos débatteurs duellistes en pleine forme sont en train de s'installer sur ce plateau. Bonsoir Alain Minc. Bonsoir. Je trouve les antisèches du ministre de la Justice. Je les regarde pas. Non, voilà, surtout pas, parce qu'il y a peut-être quelques informations exclusives sur son budget, par exemple. Mais quand même, dans les examens, on laisse pas les antisèches. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, intellectuel, essayiste. Vous publiez, somme toute, aux éditions Grasset, des arrêts sur image. Pas des mémoires. Il faut surtout pas dire que c'est des mémoires. Non, surtout pas. Surtout pas. Non, le temps réglementaire est terminé, mais maintenant je joue les prolongations. Et vous avez raison. On peut encore mettre des buts. Et on est très heureux de vous recevoir. On en parlera dans un instant. Il y a des galeries de portraits formidables, des instants et aussi quelques ratés. C'est-à-dire, vous reconnaissez quelques cas sur lesquels vous vous êtes trompé. C'est pas banal ça qu'un intellectuel, un essayiste reconnaisse là où il s'est trompé. Et bonsoir Robert Ménard. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous comme chaque dimanche, maire de Béziers. Et vous avez lu attentivement? Je l'ai lu, je l'ai même stabilosé parce que j'ai trouvé que c'était d'abord vachement bien écrit. C'est pas rien. C'est vrai. Tellement de gens qui écrivent pas bien. C'était passionnant. Je me suis dit ça va être une purge, je vais être obligé pour faire plaisir à ce grand garçon de lire. Et non, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Et on en parlera. Je rougis sous le maquillage. Dans un instant. Juste avant, messieurs, je voudrais qu'on commence par ce qui s'est passé cette semaine à l'Assemblée nationale, les discussions sur le budget et cette avalanche de taxes, d'impôts votés par les députés, souvent contre l'avis du gouvernement, qui s'est retrouvé en minorité plusieurs fois. Quel regard, Robert Ménard, vous avez porté sur ce drôle de spectacle, il faut dire? Ah oui, drôle de spectacle, parce que d'un côté, t'en as qui en rajoutent sur la barque toutes les 5 minutes. S'ils pouvaient étrangler les riches et mettre en faillite les boîtes, ils le feraient quand même. À ce niveau de rajout, tu sais plus quoi faire. Et puis de l'autre côté, moi, ce qui m'a sidéré, c'est les députés, en particulier du gouvernement. Je sais plus comment il faut dire, le bloc central. Le bloc central. Le socle commun. Le socle, dans la novlangue, c'est la nouvelle façon de parler de ces gens-là. Eux, ils viennent même pas au débat. C'est-à-dire, ils doivent avoir le sentiment que tout ça ne sert à rien. Le problème, c'est qu'ils ont peut-être raison, ça ne sert à rien. Honnêtement, ce concours Lépine pour trouver des moyens de toujours faire payer plus les uns les autres. Moi, je comprends qu'aujourd'hui, quand il y a une situation comme ça, honnêtement, je sais pas ce qu'en dira Alain Minc, grand défenseur des entreprises et qui connaît bien mieux que moi ce domaine-là, que chacun mette la main à la pâte, honnêtement, et à la bourse, ça me semble normal. Que des gens qui gagnent beaucoup d'argent payent un peu plus. Mais peut-être pas 150 ans. Peut-être que ça passe mieux si on leur dit ça va durer de façon... Voilà. Pareil sur les grosses entreprises. Peut-être il y a des grosses entreprises qui gagnent beaucoup d'argent ou qui en ont gagné. Et certaines, grâce à la crise, ils payent un petit peu, oui. Mais là, non. Là, on en est dans la démagogie absolue. En plus, d'autant plus que les gens qui proposent ça savent pertinemment que ça va pas se faire. Que ça va, Dieu merci, que ça va pas se faire. Alain Minc, c'est anxiogène pour les Français, les acteurs économiques, ce qui s'est passé cette semaine à l'Assemblée? Non, je trouve que le budget tel qu'il a été fait est le moins mauvais possible dans le contexte dans lequel on est. Malgré les hausses d'impôts? Malgré les hausses d'impôts. D'abord, les hausses d'impôts sont modérées. Il faut bien voir les choses. C'est-à-dire que sur les entreprises, sur les grandes entreprises, ça va pas perturber dramatiquement leur équilibre. Et quant aux contribuables, 23 000 contribuables, je dis d'autant plus que j'ai découvert que j'étais un des 23 000. Ah bon? Et je payerai donc avec le sourire un surcroît d'impôts. Vous êtes dans les 23 000 parce que pour ceux qui nous regardent, la mesure consiste à dire qu'il faut qu'il y ait une sorte de filet de sécurité. On ne paye pas moins de 20% d'impôts. 20% sur l'impôt, mais comme il s'agit de gens qui ont touché des dividendes, il y a les 17% de CSG. Donc ça veut dire 37%. Mais les gens qui ne vivent que des revenus de leur travail, eux, payent entre 45 et 49%. Donc arrêtons. Et ça touche que les couples qui ont plus de 500 000 euros de revenus. Donc ça a été fait avec modération et je pense que les cris d'orfraie qu'on entend sont excessifs. C'est la première fois que j'entends quelqu'un... dire qu'il est content de payer plus d'impôts. Il est content. Non, je suis pas content, mais je trouve ça. Que c'est normal, c'est tout. Je plaisante pas. Je trouve que c'est bien que vous le disiez. D'abord parce que ça montre que c'est pas tous des salauds qui ne pensent qu'à leur gueule et qui disent les autres ils peuvent crever, ça nous touche pas. Mais vous êtes d'accord avec moi pour dire on fait ça, c'est bien, et ensuite on arrête sur ce registre-là et on essaie de trouver d'autres façons de faire des économies ou de ramener de l'argent. Mais bien sûr, parce qu'il y a quand même des vrais sujets. Moi, j'ai découvert à l'occasion de cette discussion quelque chose que j'avais pas en tête. Les exonérations de charges sociales, c'est 80 milliards.
Les aides à l'apprentissage, c'est 18 milliards. Donc on est à 100 milliards. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ces 100 milliards ont été mis en place légitimement quand le taux de chômage était à 12, 13 ou 14%. Mais il l'est plus. Il ne l'est plus. C'est quoi ? C'est une dévaluation déguisée qui a une rationalité, mais qui est payée par la dette publique. Bon, ce sont ces sujets-là qu'il faut mettre sur la table. Alors, c'est évidemment pas l'espèce de palinodie à laquelle on a assisté, où tout le monde se faisait plaisir, puisque tout le monde savait que ça n'aurait aucune conséquence, puisqu'à un moment, le gouvernement va dire, voilà, je vous fais voter sur le projet, mon projet, plus quelques modifications. Mais c'est quand même ce qui est singulier, Robert Ménard, parce que, je le disais, cette avalanche de taxes, politiquement, on a vu, au fond, le nouveau Front populaire qui dictait un certain nombre de mesures, qui obtenaient des victoires. Un bloc central, comme vous disiez, qui était à peu près d'accord sur rien, avec parfois des députés du MoDem qui... Et surtout qui n'étaient même pas là pour défendre leurs opinions. Et qui n'étaient pas là. Franchement, on a du mal à voir comment ça peut continuer dans ces conditions-là, la discussion budgétaire. Là. Non, ça va continuer, ça va traîner en longueur. On va pas discuter pendant 2h49.3 ou pas, on n'en sait rien, aucun des trois, on verra bien ce que c'est. Peut-être qu'à la main qu'il y a des informations sur le 49.3. Ah oui, c'est vrai, vous étiez visiteur du soir, vous, longtemps. J'étais mais dans un autre temps, oui. Parce qu'alors, sur Macron, voilà, vous l'aimez plus, là. En ce moment, je suis pas visiteur. Oui, mais alors, justement, parce que... C'est dingue ce que vous en dites, mais quand parce même. que je lui pardonne pas ce qu'il a fait. Mais je lui pardonne pas la dissolution. Parce que, on parlera du livre tout à l'heure, mais quand même, je peux pas m'empêcher de citer le titre du chapitre sur Emmanuel Macron, la dissolution, la bêtise absolue en politique. Ah ben, je le pense. Ce qu'on voit là, cette semaine... Mais c'est que la conséquence d'une situation politique qu'il a créée, et qui est une situation absurde. Je veux dire, en 2022, il n'a pas de majorité absolue. Il aurait fait un accord avec la droite, il les aurait payés avec un plat de lentilles, il avait une majorité. Le soir des européennes, il pouvait les payer, sauf que le plat de lentilles aurait nécessité quelques gros lardons. Et il arrive à une situation où il leur donne tout le pouvoir. Moi, je suis ravi du retour de Michel Barnier, qui est un homme que je respecte. Mais enfin, le cheminement qui aboutit à ça est absurde. Alain Menck, quand même. Vous avez été sous le charme. De qui ? De Macron. De Macron. Mais attendez, on a tous été. Mais moi aussi, on a tous été sous le charme de Macron. Attendez, je vous donne pas une leçon. Pas tous. Non, beaucoup. Non, sauf il y a que Benjamin Duhamel qui lui tient distance de tout. Non, pas du tout. Mais attendez, les premiers au début, on était fiers de la manière dont il représentait la France. Je veux dire, quand même, il a roulé les gens dans la farine, quand même. Vous n'avez pas le sentiment, j'allais être grossier, qui vous a... Non, je crois pas qu'il y a que le Macron d'aujourd'hui était nécessairement en germe dans le Macron de 2017. Je pense qu'au début, il y a quand même eu un moment de grâce, et la France d'ailleurs a occupé un espace. Il a fait des choses, par exemple, la politique d'attractivité économique, le fait de rendre, comme on dit en mauvais français, la France business friendly. Le pire, c'est que il a réussi quelque chose et il casse lui-même son jouet. C'est ça qui est extraordinaire. Ce que vous ne dites pas ou ce que vous dites, on en reparlera après, c'est qu'il fait tout ça en dépensant sans compter. Alors moi, en même temps, je fais attention parce que les mêmes qui aujourd'hui lui reprochent d'avoir dépensé sans compter, c'est les mêmes qui, il y a encore 2 ans, voulaient en rajouter encore plus dans le sans compter. Vous vous rappelez, il fallait aider tout le monde encore plus qu'on les aidait. C'est pour ça que c'est compliqué le regard qu'on peut avoir sur Macron. Parce qu'à la fois, honnêtement, comme Orfèvre, le Mozart de l'économie. Je sais pas ce que vous en pensez, vous êtes plus économiste que je le suis. Enfin, on se dit quand même qu'il y a eu des ratés. Et en même temps, ceux qui le critiquent, tu te dis, ils sont mal placés pour lui faire la leçon. Mais par exemple, Robert Ménard, est-ce qu'il il va y avoir des commissions d'enquête pour faire la lumière sur la façon dont les comptes publics ont dérapé? Et ça j'en sais rien. Moi, je suis comme tout le monde. Je me dis 50 milliards en 6 mois de déficit en plus. Est-ce que mais ça c'est, vous savez mieux. Est-ce que c'est les employés du Trésor, en gros les fonctionnaires, enfin les hauts fonctionnaires qui se sont plantés? Possible. Je n'en sais rien, je les connais pas. Ou deuxième solution. Ça pourrait arriver, comme on était chaque fois à la veille d'élection, je te cache les choses parce que j'ai pas envie de dire que c'est comme ça. Ou peut-être les deux. Mais
honnêtement, le savoir, c'est pas plus mal. Mais en même temps, ça sert à rien aujourd'hui de faire ce procès-là. Oui, pour la forme, ça sert. Ce que moi, j'ai envie de savoir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour limiter les dégâts, sans mentir encore, monsieur Alain, sans raconter que on va retourner à, comme le disait monsieur Macron, aux 3%, c'était quoi, en 2027? Mais là, il prend les gens pour des cons, quand même. Juste, messieurs, parce que vous parlez de la question des pistes d'économie de dépenses, et vous répondrez dans un instant, Alain, que je veux juste préciser que Guillaume Kasbarian, le ministre de la fonction publique, annonce il y a quelques instants, vouloir passer le nombre de jours de carence des fonctionnaires d'1 à 3, comme dans le privé. Donc là, il a raison. Je voudrais donner une explication sérieuse sur l'erreur économique de Macron. En fait, Macron, il avait raison à 10 ans et tort à 10 mois. Qu'est-ce que ça veut dire ? Toute sa politique économique était basée sur le fait qu'il faut augmenter le taux d'emploi, que si on avait le même taux d'emploi que les Allemands, on n'aurait pas de problème de déficit public et donc prendre des mesures pour augmenter le taux d'emploi. Qu'il a prises et qui sont de bonnes mesures. Sauf que pour augmenter le taux d'emploi, il faut mettre 10 ans. Donc sa politique aurait été la bonne s'il avait fait ce qu'il avait et en même temps s'il avait gardé le contrôle des dépenses publiques. Et en réalité, la politique qui consistait à laisser les dépenses publiques filer, surtout après le quoi qu'il en coûte. Moi, je ne critiquerai jamais le quoi qu'il en coûte du Covid. C'est après que ça dérape. Et à la main, quand même. Là, vous parlez d'une mesure qui me semble aller de bon sens. Mais c'est des mesures tellement impopulaires. Aujourd'hui, c'est ça les politiques, c'est qu'ils n'ont pas ce courage-là. Aujourd'hui, Michel Barnier, il n'arrête pas de dire, moi je préfère être impopulaire qu'irresponsable. Je lui trouve un peu de... Ah, vous l'aimez bien, ouais. Non, attendez, c'est le moins pire de tout ce qu'on pourrait avoir, il faut pas rigoler. Et en plus, tous les gens te disent, il faudrait faire ceci, cela et tout. Qu'est-ce que tu fais cela? Oui, il faut diminuer le nombre de fonctionnaires. Là, ça me fait pouffer de rire. On a failli mourir un certain nombre de gens à gauche et au RN en disant, oui, il va supprimer 4000 postes de fonctionnaires. Enfin, 4000 postes de fonctionnaires, c'est pas l'épaisseur du trait. Il faut quand même pas rigoler. Bien sûr qu'on peut faire des économies comme ça. Mais la classe politique, y compris les élus locaux, avant qu'ils vous disent, on va faire ça, les poules auront des dents. Parce que dire, il faut faire des économies de ce type-là, c'est le truc où tu te perds des voix chaque fois que tu ouvres la bouche. Mais ce que dit Robert Ménard à la main est vrai, parce que sur la question des économies là, à l'instant, donc le gouvernement, c'est dans les colonnes du Parisien, 5 milliards d'économies supplémentaires qui étaient annoncées sans qu'on les précise. La question des arrêts maladie également, aide au développement, culture, dispositif de soutien au verdissement des véhicules. Non, mais moi, bon courage pour aller défendre ça devant l'opinion publique. C'est pour ça que j'ai du respect pour Barnier. Il arrive à la table de poker avec un 2 de carreau et un 3 de trèfle. Bon, et il les joue plutôt bien. C'est-à-dire, il va au maximum de ce qu'il peut faire. Et on va voir comment ça va se passer. De toute façon, s'il saute sur cette chose-là, on aura une crise institutionnelle, d'une part, et une crise financière, d'autre part. Parce que il faut sortir du village français. Il faut voir comment Moi, j'ai passé une partie de la semaine à Londres. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu honte. J'ai jamais eu honte quand il y a eu des alternances. J'ai pas eu honte de la gauche au pouvoir, j'ai pas eu honte de la droite au pouvoir. Vous avez eu honte? Pardon? Ah, moi, j'ai pas honte d'être français. Moi, j'ai eu honte de la politique française. Quand on doit leur expliquer ce qui s'est passé en France, vous n'êtes pas l'avocat de Macron, vous vous en foutez. Là, vous êtes son procureur en ce moment. Je suis le procureur. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, la France était considérée comme un pays stable. Avec la droite, la gauche, mais des institutions qui tenaient la route. Là, on est devenu, en termes politiques, une sous-Italie, parce que l'Italie, elle a l'habitude et l'expérience de la démocratie parlementaire. Nous, non. Enfin, attendez, oui, en même temps, vous et vos amis, vous avez quand même fait le courte échelle pour que la gauche l'emporte aux dernières législatives. C'est quand même pas moi qui suis allé voter pour des types de la France insoumise. C'est pas moi non plus. Vos amis, tous vos amis, les mecs que vous encensez à longueur de temps. Vous les connaissez pas, mes amis, d'abord. J'en ai au moins autant à droite, voire plus qu'à gauche. Non, mais vous pouvez être d'accord avec moi pour dire, y compris la gauche, se sent très tôt. Enfin, quelle honte, quand même. Mais je pense que la gauche social-démocrate qui s'est alliée aux Insoumises a fait une erreur historique. Ouais. Mais vous continuez à penser que le RN et la France Insoumise, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Il ne faut pas déconner. On va parler du livre. Alors attendez, juste avant de parler du livre, puisque vous parliez, Robert Ménard, à la main de la façon dont les oppositions sont comportées, cette semaine, jeudi, niche parlementaire du Rassemblement national qui veut abroger la réforme des retraites. Mais comment tu peux imaginer un truc pareil ? Comment tu peux... Alors peut-être qu'ils se disent, au fond, c'est pas grave de faire voter sexe, comme
Ça va pas passer. On aura montré qu'on était pour la retraite, je sais pas, à 62 ans, sans risque. Mais enfin, quand même, c'est pas sérieux. Tu peux pas faire ça. Mais tu peux pas tenir pardon, je suis d'accord avec ça. Non, mais j'imagine qu'on est d'accord là-dessus. Tu peux pas sur un truc, mais sur d'autres choses. Tu peux pas à la fois dire je suis contre l'assistanat. Vous savez, ça c'est le grand discours du Rassemblement national. Et ensuite, quand on propose que les gens qui touchent le RSA travaillent un petit peu, ah non, c'est un scandale. Tu peux pas à la fois. Moi, chez moi, vous savez pourquoi ils me font chier en ce moment? Sur les CRA, vous savez, les centres de rétention administrative. Ouais. Ils sont pour l'expulsion des gens en situation irrégulière qui ont commis des actes, des délits ou des crimes, mais ils sont contre le fait de créer des centres de rétention administrative. C'est la seule façon de les faire partir de France. Mais c'est la démagogie, l'électoralisme dans toute sa splendeur. C'est le fait du Rassemblement national sur ce cas-là. Or, sur la France insoumise, c'est puissance 10. Mais je voudrais revenir sur leur niche de l'abrogation des retraites, parce qu'il y a la même niche du côté des LFI un mois après. Ce qui mesure pas, oui, ils se disent tout ça passera pas. Sauf que vis-à-vis du monde étranger, le monde étranger, il peut vaguement faire semblant d'accepter qu'on retarde un certain nombre de réformes qu'il faudrait faire. Mais un recul en arrière, alors ça, vous verrez comment ça peut mettre le feu au marché. Alors, et les marchés, ils vont pas voir première lecture, deuxième lecture, commission mixte paritaire. Pensez bien qu'ils ne donnent pas tellement de temps à notre vie locale. Alors, la niche parlementaire RN, elle sera pas votée puisque les socialistes ont dit qu'ils la voteraient pas. Mais la niche parlementaire LFI peut être votée si le RN décide de la voter. Ceci dit, sur la politique, quelle carabistouille, quand même. Honnêtement. Sur le fait que la gauche ne vote pas? La gauche ne vote pas parce que c'est le Rassemblement national qui propose un truc. Alors, ils essayent de trouver des explications dont alambiquées, donc que personne ne peut comprendre pour expliquer. Oui, mais ils sont comme nous pour revenir sur la réforme, mais pas vraiment. Et en même temps, Robert Ménard, si la gauche votait le texte, vous diriez, ah bah regardez, c'est bien la preuve que le cordon sanitaire n'existe plus et donc il ne faut pas faire le Front républicain. Pourquoi vous racontez ça? Moi, je suis contre ça, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche. Je pense que c'est une mauvaise mesure pour mon pays. Simplement, je me dis, on va être sauvé par leurs embrouilles politiciennes, mais sur le fond, il faut pas faire ça. On va le payer. C'est tromper les gens. Vous pouvez toujours proposer le SMIC aussi à 3 000 € si vous avez envie. Moi, vous avez vu, ils proposent la gauche qui est dit pour que on augmente de 10% les fonctionnaires. Et qui c'est qui va les payer chez moi? Non, mais quand en 81, le programme Mitterrand est mis en place, la dette de la France, c'est 20% du PIB. Bon, c'était un prix à payer pour l'alternance. Aujourd'hui, on est en train de faire du patin à glace sur une couche très très fine de glace. Ça peut rompre à tout moment. Ça veut dire quoi, rompre à tout moment? Ça veut dire quand les gens ne voudront plus acheter notre dette, sauf à des taux prohibitifs. Donc, l'inconséquence telle qu'elle est à l'Assemblée, d'abord, ça alimente l'antiparlementarisme. Parce que ça donne il y a de quoi, honnêtement. Il y a de quoi. Il y a de quoi. Ça donne une image de la politique absolument désolante. Et ça donne une image de la France dont on ne mesure pas ce qu'elle est. J'ajoute que la France, à Bruxelles, ne va rien peser. Vous pensez bien que la nomination d'un commissaire français qui ne parle pas anglais. Or, malheureusement, la langue de travail à Bruxelles, de Stéphane Séjourné. De Stéphane Séjourné. Mais à Bruxelles, la chaleur avec laquelle il a été accueilli devrait être perçue comme inquiétante. Ça veut dire le poids de la France. Alors que, et c'est là qu'on revient au grief que j'ai à l'égard de Macron. Il était quand même le chef de file de l'Union européenne. Aujourd'hui, il a perdu ce rôle complètement. Avant de parler de ce qui se passe aux États-Unis, on est à 9 jours de l'élection. Je voudrais avoir votre regard, à tous les deux, sur ce qui est arrivé à ce député insoumis, Andy Kerbrat, qui a été arrêté en flagrant délit d'achat de stupéfiants. Il a reconnu les faits, il promet d'engager un parcours de soins avant de reprendre son activité parlementaire. Les réactions politiques, à gauche, on entend soutien face à ces addictions. À droite, on a Bruno Retailleau qui dit qu'il faut qu'il tire les conséquences de ses actes. Question assez simple, Robert Ménard à la main, qu'est-ce qu'on peut rester parlementaire quand on a été interpellé en flagrant délit d'achat de drogue? Je rappelle quand même que Sandrine Rousseau, soutien à toi, Andy. Oui. Daniel Simonet, courage à toi. Honnêtement, juste première question. On voit la réaction de Sandrine Rousseau. Attendez, reviens-nous en forme. Non mais c'est honteux. Attendez, juste 2 remarques. Imaginons une seconde que ce soit un mec du RN.
Juste. Honnêtement, regarde, on en sourit tous. RN, Sandrine Rousseau, soutien à toi, Jordan. On va sortir. Non, mais enfin, vous imaginez si ça avait été un mec du Rassemblement National sur un quai de bus pris en train d'acheter de la drogue. Et en plus, ce type, il avait eu des formules, comme quoi, mais ça, c'est votre spécialité, d'aller rechercher ce qu'il avait dit sur lutter. Il fallait lutter contre la drogue. Au moins, tu la fermes pendant 5 minutes. Tu te mets pas en, vous savez, d'espèce de donneur de leçons. Moi, la drogue, je la condamne et tout ça. Ça, alors, sur le reste, encore une fois, si ça avait été quelqu'un hors de chez eux, il l'aurait dégagé en disant comment tu vas dégager. Je sais pas. Moi, je suis pas sûr de vouloir lui faire une leçon par-dessus tout. Je note il fait le contraire de ce qu'il a dit, en gros, pour parler simplement comme tout le monde. En même temps, j'aimerais bien savoir combien il y a de gens qui fument des joints, y compris à l'Assemblée. Non, moi, je suis alors là plus raide que Robert Ménard. Je trouve que s'il avait un peu de dignité, il démissionnerait. Je veux dire, on peut pas faire la loi et simultanément se mettre dans une situation comme ça. Quant à Sandrine Rousseau, j'ai eu le même fou rire en voyant ça. Enfin bon, ça n'a aucun intérêt. En même temps, on est d'une génération où la drogue s'est pas passée à côté de nous quand même. Mais Alain Minc lui dit je suis malade, je dois me faire soigner. Non, mais très bien, fais-toi soigner, mais tu es pas habilité à légiférer pendant toute cette période. Il est député quand même, avec son écharpe tricolore. Pardon, vous voulez qu'on prenne sur les députés de la France Insoumise, les antisémites, les antisionistes, les gens qui balancent des tartes à leurs femmes. Bon, alors, ouais, là on s'éloigne un peu du sujet. Je dis quoi? Je dis, Alain Minc dit, c'est pas bien pour un député, mais je dis, il y a plein d'autres députés qui y sont sur la question des violences conjugales, Adrien Quatennens, ça a été condamné, il est plus député. Attendez, mais moi je trouvais, sur ce tas-là, non, vous vous trompez, parce qu'ici même, j'ai dit que quand un type est condamné, j'étais contre le fait de certains de ses copains qui disaient, vous savez, qui en rajoutaient dans l'autre sens. Alors là, c'était pas soutien à toi, on me dit, c'est, t'as déjà été condamné, mais on va te rajouter une condamnation, c'est-à-dire que t'as pas à parler. Enfin, qu'est-ce que c'est ça? Comme quoi, il y a 2 poids 2 mesures de façon invraisemblable. Juste, il y a un instant, vous disiez, Robert Ménard, j'aimerais bien savoir ceux qui ont fumé des joints. Il y a un problème de consommation de drogue dans la classe politique, vous pensez? Attendez, mais moi, le nombre de gens que je connais, pas que dans la classe politique, qui te font des grands discours contre la drogue et que je vois allumer un joint le samedi soir, non mais tu vas pas bien. Vous allumez jamais vous avez jamais fumé un joint? Mais moi je l'ai fait, quand j'avais le même âge, on a à peu près le même âge. Je suis plus vieux que vous, mais enfin on est quand même du même côté de la ligne d'ombre. Voilà, pas lui. On a plus de 70 ans tous les deux. Voilà, bien sûr qu'on est des générations, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que les drogues, on les a bien pratiquées. Alors on peut trouver... bien pratiquées. On peut se trouver des excuses, mais moi, je vais pas vous dire que j'ai jamais fumé un joint. Enfin, je suis quand même pas menteur à ce point. Et vous, Alain Minc ? Je veux pas. Non, mais moi, j'étais un enfant trop sage. Je regrette de ne pas avoir fumé de joint, puisque je n'ai jamais fumé une cigarette. Bon, il est pas trop tard. Peut-être. C'est interdit. Hein, donc c'est évidemment pas un appel à le vieillard joyeux. Ça me fait pouffer de rire parce que j'ai un certain nombre de mes copains de mon âge. Je sais ce qu'ils faisaient il y a 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans. Voilà. Messieurs, sans transition absolue, je voudrais qu'on parle des élections américaines. L'élection est dans 9 jours et le scrutin est totalement incertain, sans doute le plus imprévisible depuis un demi-siècle. Ce qui frappe, vu de France, Robert Ménard, Alain Minc, c'est à quel point, on en parlait tout à l'heure avec Alain Bauer, le profil de Donald Trump, qui serait sans doute rédhibitoire dans toutes les autres démocraties occidentales, c'est-à-dire quelqu'un qui a été condamné, qui est qualifié de fasciste par un de ses anciens collaborateurs, qui insulte quotidiennement Kamala Harris... ça passe. Et dans les sondages, ils sont au coude à coude alors qu'on voit les images de son meeting de l'intérieur du Madison Square Garden où il va tenir un meeting dans quelques heures. Quel regard vous avez sur cette élection, Robert Ménard ? Je connais un peu les États-Unis parce que quand j'étais patron de Reporters sans frontières, on était beaucoup aux États-Unis parce qu'on y travaillait, mais pas comme vous la connaissez tout de suite, je vous le dis, Monsieur Minc. Honnêtement, je comprends pas. Vu d'ici, mais peut-être vous allez me contredire et tout, et je vous écouterai. Vu d'ici, tu te dis, il ment comme un arracheur de dents. Il insulte les gens comme personne ne pourrait insulter. Je pourrais pas dire le quart de ce qu'il dit face à vous ici. Et il y a quand même la moitié sur ce qui fait la fidélité et tout ça. Tu te dis, c'est exactement le contraire.
tu te dis, mais il y a quand même en gros, on va pas discuter de la marge d'erreur, personne ne sait qui va. Tu te dis quand même qu'il y a, en gros, un Américain sur 2 qui va voter sur lui. Et je me dis, les Américains, c'est pas tous des abrutis qui mentent comme ça, qui insultent leurs voisins de cette façon-là et tout. Vous avez compris? Ça reste un mystère. Et en même temps, je me dis, quand je vois de l'étranger, je reprends à cause du mot fasciste que vous avez dit, des gens qui venaient me dire, oui, mais Marine Le Pen, c'est un danger pour la liberté, c'est le nazisme version française ou le fascisme version française et tout. Et je sais bien que c'est pas vrai pour mieux connaître la situation française. Donc je me dis, est-ce nos médias, pardon, et donc je me retourne vers vous, pas vers ce garçon, vers vous. Est-ce nos médias qui caricaturent le débat? Robert Ménard, pour dire les choses et pour reprendre notamment le mot de fasciste, il vient d'un de ses anciens collaborateurs qui a raconté, et il n'est pas le seul, la façon dont Donald Trump se comportait quand il était à la Maison-Blanche, en expliquant qu'il souhaiterait avoir des dignitaires de l'armée comme ceux qu'avait Adolf Hitler sous le régime du Troisième Reich, qui faisait référence à Adolf Hitler. Donc, comment dire, la question du fascisme, là, pour le coup, elle est. On peut avoir un débat historique, mais elle est caractérisée dans le cadre d'un Juste, pardon, je finis. Je viens de voir L'Apprenti. On en a parlé tous les deux. Vous savez, le film sur sa jeunesse. Le jeune Donald Trump. Tu sors, t'as envie de vomir sur le mec. Tu te dis comment tu peux être un salaud pareil. Mais je me dis en même temps, il doit correspondre. C'est là que j'ai envie de savoir. Il doit correspondre. Il n'a pas échoué sur tout. Est-ce que réellement les Américains sont pas tous des cinglés qui vont voter pour un type qui va foutre leur pays à feu à sang? Je crois qu'il y a 2 États-Unis en réalité depuis longtemps. Il y a un pays hyper développé et il y a un pays sous-développé. Et que ça a toujours été comme ça. D'ailleurs, le pays hyper développé, c'est très facile. On n'a qu'à regarder. On voit que ce sont les côtes et un peu les grands lacs. Le fond de l'intérieur du pays, c'est un pays où il y a des comportements sous-développés. De ce point de vue-là, Trump ressemble au président philippin, ressemble à Bolsonaro, ressemble à une espèce de populisme Vous pouvez pas dire ça. Si, attendez, ici, les gens, les intellectuels, je vous parle pas que de vous, mais des gens comme vous, disaient en gros, les gens qui votent pour le Rassemblement national, ils sont un peu demeurés. Au fond, ils sont pas éduqués, ils sont marginaux. Au fond, ils comprennent pas vraiment pour qui ils votent, quoi. Mais moi, je l'ai entendu 200 fois ça. C'est quand même ce que vous nous faites là. Non, j'ai pas dit ça. Je dis, quand vous vous baladez à l'intérieur de ce pays, c'est-à-dire dans ce pays central, quand vous voyez le niveau intellectuel, le niveau de drogue, le niveau culturel dominant, c'est vrai que c'est un pays et qui a souvent d'ailleurs parfois des services publics de pays du tiers-monde. Et puis vous avez les plus belles universités du monde, les plus beaux centres de recherche du monde, la finance la plus sophistiquée. Et c'est un pays qui est clivé. Non mais Alain Minc, juste pour rebondir sur ce que disait Robert Ménard, là, ce qui peut interpeller dans ce que vous dites, c'est qu'il y ait des différences sociologiques, culturelles évidentes entre la côte est, la côte ouest et les États centraux. Attribuer le vote Trump à une question intellectuelle ou j'ai pas dit, c'est ce que vous avez dit. Non, mais je pense d'abord qu'il faut. C'est aussi des ouvriers qui ont vécu la désindustrialisation. C'est aussi le plus riche patron du monde, le type qui nous amènera sur Mars. Mais il appartient au pays, à la partie la plus technologique du pays. Mais c'est la vérité. Quand vous vous baladez à l'intérieur dans ces États du Middle West ou autres. Alors la désindustrialisation, bien sûr, mais elle n'explique pas l'ampleur de 60... Il y aura 75 millions d'Américains qui vont voter Trump. Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent à 1 million. Et peut-être qu'il répond aussi à une partie de ce qui est sur l'insécurité, sur l'immigration, tout ça. Peut-être que c'est des vraies questions et il est peut-être le seul à apporter des réponses. La vérité, c'est que ce pays va d'un clivage à l'autre. C'est quand même un pays où il y a eu une guerre civile d'une ampleur incroyable. Alors évidemment, on ne va pas déboucher vers une vraie guerre civile du même ordre. C'est une sorte de guerre civile froide. Mais c'est une guerre civile froide. Ouais. Entre les deux Amériques, il y a une guerre civile froide. Et de ce point de vue, même si Trump disparaît et est battu, ce que nous souhaitons évidemment tous, il n'empêche que le clivage demeurera et que l'unité de ce pays sera. Est-ce que son opposante est un génie de l'humanité? Honnêtement, je ne mettrai pas ma main à couper tous les matins. Attends, mais son opposante, c'est le
nom de marque de la grande administration démocrate. Donc, c'est en réalité... Mais ça sera les élites de la côte Est. La vraie divergence entre son opposante et Blinken, c'est que elle appartient au fond, moi je crois depuis longtemps que les États-Unis étaient un pays occidental et sont devenus un pays monde, c'est-à-dire le syncrétisme du monde entier. Blinken, c'était le dernier président... Biden, vous voulez dire, parce que Blinken, c'est le secrétaire d'État. Mais Blinken en est l'expression, oui. Mais Biden était le dernier président à l'ancienne des États-Unis tourné vers l'Occident. Peut-être que les gens qui votent aussi pour lui, c'est les gens qui se sentent comme ici avec Marine Le Pen, oubliés, méprisés. Qui votent pour Trump. Mais oui, partout, par l'Amérique que vous dites, comme ici, par toute une partie de l'élite qui méprise tous ces gens-là, qui sont pas méprisables. Moi, Messieurs. Je suis un peu choqué par ce que vous nous avez dit là, quand même. Après, alors que je vais dire que du bien de votre bouquin. Alors, justement, attention. Juste avant de parler du livre, je voulais avoir juste votre regard rapidement sur une des controverses de la semaine. Elle concerne Notre-Dame et la proposition de Rachida Dati de faire payer au moment de la réouverture de la cathédrale l'entrée aux touristes pour dégager une manne de 75 millions d'euros. C'est le chiffre qui est donné par la ministre de la Culture pour rénover toutes les églises de France. Alors, l'épiscopat est tout à fait contre. C'est une bonne idée ou pas? Bien sûr que c'est une bonne idée. Attendez, vous plaisantez, vous êtes... non, je plaisante pas. Je suis pas sûr que vous alliez tous les matins à la messe, donc on en reparlera. Mais qu'est-ce que vous en savez? Parce que vous y allez, tiens. Non, mais Moi, je vous dis des choses vraies, alors ne mentez pas ici 2 minutes sur ce registre-là. Non, pourquoi je vous dis ça? Vous allez en Espagne des fois, vous allez en Italie des fois, elles sont pas payantes. Les églises, bien sûr qu'elles sont payantes. Ça dépend desquelles, mais il y en a effectivement un certain nombre qui sont... Les plus belles, sont payantes. En Italie, les plus belles comme en Espagne. C'est pas un problème. On organise quand même le culte. Il y a des parties de ces églises, je sais pas, à Séville, que par exemple, je prends l'exemple de Séville, tu vas, évidemment, quand tu veux prier... La Sagrada Familia à Barcelone, c'est 26 €. Westminster, c'est 35 €. Voilà. Et en Italie, il y en a encore à ce prix-là. Non, moi, ça me choque pas. Si ça ramène de l'argent, pourquoi? Parce que qui va... Vous êtes rentrés dans les églises, les communes, puisque une bonne partie c'est les communes. Moi je vois à Béziers, on n'a pas l'argent pour remettre en état la cathédrale de Béziers, et tout ce qui est après 1905, c'est l'église. Et l'église, elle a plus d'argent pour dire les choses. Alors, oui, c'est pas une mauvaise idée, honnêtement. Je vais défendre l'épiscopat français, le laïc que je suis. Je comprends très bien le problème qu'il soulève, mais je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas une solution. Les gens qui viennent visiter les églises, ils ne vont pas, que je sache, se mettre en situation de prier. Ils font le tour, la périphérie. C'est si facile que ça de faire la différence entre un croyant et Mais c'est fait dans tout un tas d'autres pays. Mais je pense que quelqu'un qui entre dans une église et qui va s'asseoir pour prier, je trouve que, je comprends l'épiscopat, c'est aberrant de le faire payer. Mais personne n'a dit ça, monsieur Main, ils se font un diable de Madame Dati pour rien du tout, tu vois. Mais en revanche, ceux qui vont visiter une église, c'est normal qu'ils payent. De la même façon que je suis pas scandalisé que les gens étrangers à l'Union européenne payent plus le Louvre que les gens d'ici qui payent déjà le Louvre avec leurs impôts. Je trouve pas ça scandaleux, honnêtement. Mais ça montre quand même... C'est xénophobe peut-être? Non, moi je suis d'accord. Non, mais moi je suis d'accord. C'est comme les droits universitaires qui sont moins chers pour les étudiants de l'Union européenne. Et qui sont plus chers pour ceux qui viennent d'ailleurs. On voit que Rachida Dati a le sens de la politique. Oui, non, mais elle a raison, elle a raison. Elle sait mettre un débat qui fait vibrer et de revenir au centre de la scène. C'est ça le métier. Messieurs, je voudrais qu'on parle de votre livre, Alain Minc, que somme toute aux éditions Grasset, une galerie de portraits, de souvenirs, mais aussi certaines de vos idées fixes. Vous le disiez, Robert Ménard, vous avez lu attentivement. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce livre d'Alain Minc? Je reviens pas sur Macron, l'assassinat. Non, ça, on a compris. Ça, on va pas en parler. Moi, qu'est-ce qui... À la fois, l'intelligence du propos. Vraiment, vous êtes pas un con, là. Alors là, tu te dis, t'es ébahi, quoi. Tu te dis, le type, il sait de quoi il parle, il écrit bien. Honnêtement, il faut le lire. Et puis, toute la partie des portraits, moi, j'aime les portraits, vous pourriez en faire d'autres. J'aurais aimé lire des portraits de votre... même de gens que vous n'aimez pas. Ou qui vous ont pas influencé, plutôt. J'aimerais un jour... Je ferai ça dans les prolongations. Très bien. Non,
Ça, c'est tout ce que j'aime. Je pourrais en dire plein de choses. La partie autocritique, même si... Il y a eu une vingtaine de pages sur voilà, 220. par rapport au reste, on ne se change pas. On va pas se moquer parce que je crois que... Mais se critiquer soi-même, c'est pas facile, et le faire publiquement, bravo de le faire. Non, moi, il y a des trucs qui m'ont fait un tout petit peu bondir. Je peux vous en donner oui, mais je vous en prie. Deux, au moins deux. Non, il y a une belle formule. Vous dites, il faudrait un vade-mecum du bon sens. Je trouve que vous avez raison. Moi, je trouve que cette formule, elle est juste. Il y a plein de choses, c'est de l'ordre du bon sens, c'est pas de la politique. Or, on est d'une génération où tout était politique. Vous vous rappelez, dans les amphis, tout. Tu embrassais une fille, c'était politique. Tu l'embrassais pas, c'était politique. Tout était politique. Et je pense que rappeler qu'il y a des choses qui sont pas là. L'inculture, ça s'applique à moi, je le prends pour moi. L'inculture en termes économiques, moi je suis nul et je parle de choses où je devrais me taire. Et vous avez raison de montrer que c'est une inculture générale. Il y a des trucs une qui m'a étonné, une qui m'a choqué. La fin du chapitre sur Marine Le Pen avec No Passaram, vous le laissez aux gauchistes. Oui, c'était un peu démago. Je reconnais. Et en plus, ça c'est honnêtement, je pensais pas que vous finiriez là-dessus. Je l'entends tellement dans les manifs. Je dis, il va aller hurler dans les manifs et tout ça. Vous êtes d'accord? Non, il y a un problème de fond. C'est quand vous faites le portrait de François Furet. François Furet, on le connaît pas. Grand historien. Historien. Historien de la Révolution. On va pas parler de ça parce que quand les gens connaissent pas, ils ont l'impression que tu les méprises en parlant. Bref, c'est un historien. C'est pas ça le problème. En gros, qu'est-ce qu'il dit? Il dit entre le nazisme et le communisme ou le stalinisme, grosso modo, c'est la même chose. Et ça vous reste en travers de la gorge. Et si la gauche, elle en est où elle est, c'est à cause de ça. Alors, je vais vous répondre. Attends, je vais juste finir là-dessus. C'est à cause de ça. C'est parce que vous êtes pas foutus, parce que ça, c'est un tel renversement par rapport à tout ce que vous avez pensé, de dire on s'est gouré, c'est la même chose, et encore plus, le communisme, il a fait encore plus de morts que le nazisme. Et une question, juste une question, vous êtes juif, vous le dites, je dis pas que vous êtes juif parce que et vous dites, et vous reprenez la formule, accessoirement juif. Européen, français et accessoirement juif. Pourquoi est-ce qu'après, moi j'ai plein de copains qui étaient comme vous avant le 7 octobre, et qui aujourd'hui diraient pas accessoirement juif. Et donc ça m'a interpellé. Voilà, ça c'est réponse aux deux parce qu'elle touche les lecteurs attentifs. Bon, d'abord sur la première partie nazisme communisme, je le dis à maintes reprises dans le livre, je suis enfant de communiste. Il faudrait rompre là. Il y a un Oedipe là à faire. Non, mais c'est lié à ce que je dis. Qu'est-ce que je disais à Furet? Les deux systèmes sont interchangeables, mais le militant communiste de base. Moi, il m'est arrivé d'accompagner ma mère qui après a quitté le PC, mais quand j'étais tout petit, à des réunions de cellules, c'était des braves mecs qui croyaient à une forme d'égalité. Le militant communiste de base, c'était un brave type. Je n'arrive pas à imaginer que le militant nazi de base puisse avoir été un brave type. C'est ça la distinction que je faisais avec Furet. Non, mais après, ça change rien. Non, on peut sur le malheur que c'est. On peut dire, mais qu'est-ce que disait? On va pas épiloguer sur Furet. Furet disait, les deux systèmes sont totalement interchangeables. Je crois que c'était un propos faux, parce que le système communisme transformait des gens plutôt naïfs en des militants avec les débordements qu'on connaît. Quant au deuxième... Attendez, pardon, sur ce point, là, mec. On peut pas dire ça. Parce que ça finit très loin au fond de ce raisonnement, que quand il s'agit de choisir entre la France insoumise et le Rassemblement national, tous vos copains ont choisi la France insoumise, qui est aujourd'hui le vrai parti antisémite, les vrais salauds sur la scène internationale. Ce raisonnement, il arrive à ça. Je dis pas chez vous, je dis ça justifie ça. Non, mais le sujet de la polémique avec Furet, c'est sur le sujet communisme-nazisme. Oui. Bon, mais derrière ça, il y a un truc aussi trivial que ce que je viens de vous dire. Européen, français et accessoirement juif. Parce que je le ressens comme tel, et parce que le 7 octobre m'a choqué autant que vous, m'a traumatisé autant que vous, mais pas plus que vous. Je pense pas plus que vous. Et à partir du moment où c'est
pas plus que vous, ça veut dire que la dimension juive n'est pas une dimension prioritaire. J'ai essayé de mener un combat, j'y ai réussi 2 fois, par exemple à dire qu'on ne dise pas les juifs de France. Je veux qu'on dise les Français de confession juifs. juive. Pas de confession, c'est pas une confession, c'est on ne sait quoi, mais ça existe. À la main, qu'il n'y ait pas de malentendu, je vous reprochais du tout, j'essayais de comprendre. Non, mais je dis voilà, alors et je crois que je vous ai donné ma réponse en disant j'ai réagi de la même manière que vous, sans une emphase particulière et avec néanmoins un sentiment insupportable. Le même dégoût, bien sûr. Messieurs, sur cette question, je profite de cette discussion et effectivement du chapitre que vous consacrez à votre identité, européen, français, accessoirement juif, pour qu'on parle des mots du président de la République et de la position de la diplomatie française qui continue d'interpeller. Il y a eu ce qui a pu être dit en Conseil des ministres, même si Emmanuel Macron a ensuite dit que ses propos avaient été sortis de son contexte. Ce qui dit « Je ne suis pas sûr qu'on défende une civilisation en semant soi-même la barbarie ». En cela, il répondait à une interview du Premier ministre israélien sur une autre chaîne d'information en continu, où Benjamin Netanyahou disait combattre, mener un combat de civilisation. Robert Ménard, sur ces mots du président de la République. Il accumule pas les maladresses, parce que je le crois trop intelligent pour ça. Je crois pas que ce soit un type qui sait pas le poids des mots et tout. Ce sont de vraies saloperies. Enfin tout, il refuse, il dit il faut pas armer Israël quand Israël reçoit les bombes de l'Iran. Il dit, vous vous rappelez, on va pas quand même accueillir les entreprises israéliennes, y compris dans les salons. Là, enfin, il cumule. Et la dernière, c'est ça. Comment tu peux dire ça? Non, il n'y a pas d'équivalent. Moi, je suis bouleversé quand, comme vous, on voit des images sur Gaza ou le Liban, des pays où je suis allé pour le boulot et tout. Et tu te dis, les gosses qui meurent, c'est une horreur absolue. Mais je viens de lire un livre sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Là, il y a une différence essentielle. C'est que le 7 octobre, le Hamas et les militants du Hamas, ils vont tuer, violer, brûler volontairement des civils. Ce que ne fait jamais Israël. Vous pouvez critiquer Netanyahou. Avec un bilan de victimes civiles absolument considérable à Gaza. Mais c'est pas la même chose. Non, mais je ne dis pas que c'est la même chose. Est-ce que j'ai commencé par vous dire que je suis sidéré, 40 000 morts, qui ici va dire c'est le prix à payer? Personne ne le pense. Mais là, honnêtement, je sais plus qu'est-ce qu'il a dans sa tête. Honnêtement, il a un traitement du Hezbollah et d'Israël qui est problématique. Alain Minck, sur cette difficulté de la diplomatie française à parler de ce sujet. Je pense qu'il s'égare complètement. Mais je vais vous donner 2 exemples. Quand il dit il ne faut pas vendre d'armes à Israël. Bon, alors déjà, utilisé au Liban et à Gaza. On n'en vend pas. La France n'en vend pas depuis quand? Depuis les vedettes de Cherbourg. Les vedettes de Cherbourg, c'est 1969. Après, il parlait aussi pas mal des États-Unis. Mais de quel droit il veut donner une injonction aux États-Unis de ne pas vendre d'armes? Il passe sa vie à donner des leçons au reste du monde. Ça, c'est absolument insupportable. Deuxièmement, la déclaration la plus choquante, c'est celle semblerait qu'il ait faite en Conseil des ministres, parce que quand il dit Netanyahou ne doit pas oublier qu'Israël a été créé par une résolution des Nations Unies. Ah oui, ça aussi. C'est une manière de dire, mais on pourrait donc vous retirer le droit qu'on vous a donné. C'est ce qui est écrit à l'encre sympathique dans ce propos. Alors d'abord, c'est historiquement partiellement faux. Oui, il y a une résolution des Nations Unies, mais après, il y a eu une guerre israélo-arabe, et si les Juifs de Palestine l'avaient perdue, il n'y aurait pas d'Israël. Donc c'est une vision qui est déjà historiquement fausse. Et deuxièmement, ce côté, soyez sages, sinon on pourrait vous retirer votre droit à l'existence. Je pense qu'il ne le pense pas, mais il faut qu'il fasse attention aux mots qu'il emploie. Il ne se rend pas compte. Les mots sont des bombes. Au Liban, il aurait fait un travail formidable. Vous vous rappelez, il est allé au Liban après l'incendie sur le port de Beyrouth. L'explosion sur le port de Beyrouth, promettant tout un tas de choses. Moi, je suis allé au Liban depuis, mais demandez aux Libanais ce qu'ils pensent de la parole de Monsieur Macron. Donc, tu viens faire une leçon sur le Liban ou sur autre chose. Quand il a pris des engagements, tu les as respectés. Mais je sais pas, là, on a l'impression qu'il perd la raison. Et puis, il y a une dernière règle, quand même, c'est que pour être arrogant, il faut être fort.
Déjà, il vaut mieux, quand on est fort, ne pas être arrogant. Mais quitte à être arrogant, il faut être fort. Mais être arrogant quand on est faible, alors ça, c'est quand même quelque chose qui est totalement autodestructeur. Il nous reste quelques instants pour rester sur votre livre, Alain Minc. Vous parliez, Robert Ménard, des dernières pages sur les ratés d'Alain Minc. Il y en a deux, moi, qui m'ont frappé, et j'imagine qu'ils vous ont frappé aussi, Robert Ménard, sur le déni du populisme et un non-dit, l'immigration. Alain Minc reconnaît que sur ces sujets, il s'est trompé. Vous êtes, vous le dites, j'ai écrit 50 bouquins, à peu près sur tout. Vous avez des formules vous moquant de vous-même, mais pas un seul sur l'immigration. Mais attendez, ça, c'est pas vous, c'est tout votre monde. C'est un peu ce que je vous reproche sur le propos tout à l'heure. Quand on n'est pas confronté à l'immigration parce que on vit pas dans les quartiers où il y a l'immigration, dans les villes où il y a l'immigration, on peut ne pas en parler ou penser que ce sont des ploucs, les types qui se collent à ce problème-là. Alors vous le reconnaissez là, mais attendez, et en même temps, parce que vous dites ça, mais un peu plus loin, je sais pas si vous avez vu, à propos de la loi sur l'immigration, vous dites heureusement, elle a été censurée par le Conseil constitutionnel. En plus, sur un truc où, pour une fois, moi, je suis pas du tout aspect, mais sur une fois, vous dites une bêtise. Parce que vous dites quand même, mon Dieu, les gens vont pas pouvoir avoir les allocations familiales. Pour avoir les allocations familiales, selon que vous soyez français ou étranger, vous les auriez pas. Il faudrait attendre un certain nombre de mois. En disant, pourtant, ils payent les cotisations. Mais les allocations familiales, elles n'ont rien à voir avec les cotisations. C'est justement pour ça qu'elles posent un problème. Monsieur Minc. Sur cette affaire, je trouve que le Conseil constitutionnel a été extrêmement hypocrite parce que pour ne pas avoir à examiner sur le fond, ils ont dit c'est un cavalier législatif. Et en plus, c'est faux puisque l'article de la Constitution tel qu'il avait été modifié en 2008 et vous ajoutez fort heureusement. Bon, après, je pense que dans ce qui a été approuvé, il y a une chose qui me choque, en effet, une chose. Parce que les mesures qui durcissaient ne me choquaient pas, c'est quand vous avez deux travailleurs qui travaillent dans la même boîte, qui payent les mêmes impôts, qui sont, pour l'un des deux qui est étranger en situation régulière, je ne vois pas pourquoi il n'a pas les mêmes droits que le citoyen français qui a le même boulot et qui a les mêmes devoirs. Ça, c'est notre divergence. Et le type qui ne travaille pas, qui n'a jamais travaillé, qui arrive en France. Qui arrive en France comme ça et qui doit attendre un petit peu avant d'avoir les allocations familiales, ça me semble normal. Ensuite, vous avez tort sur ça, parce que personne n'a remis en cause le chômage qui est lié au fait du travail, mais les allocations familiales, elles sont pas liées au fait de travailler. Non, je crois que là, pour moi, le distinguo, il est le salarié étranger en situation régulière doit avoir les mêmes droits qu'un salarié français. Enfin, je crois pas que alors, dire ce que je dis, ça fait pas de moi un xénophobe. Mais j'ai pas dit ça. On va terminer là-dessus. Alain Minc, vous écrivez un chapitre sur le cercle de la raison. Robert Ménard, il fait partie du cercle de la raison maintenant ou pas? Ça dépend des jours. Ah, ça dépend des jours. Et alors? La gauche est toujours aussi sectaire et un peu stalinienne. Bon, voilà. On termine là-dessus. Merci beaucoup, Robert Ménard. Merci beaucoup, Alain Minc. Et je rappelle donc votre livre, excellent livre, passionnant, somme toute, aux éditions Grasset. C'est la fin de C'est pas tous les jours dimanche. Je vous retrouve tout de suite Samis Faxi pour le 120 minutes. Quant à moi, je vous retrouve demain 18h50 pour Tout le monde veut savoir. L'info continue sur BFM TV. Belle soirée.